a un vallon à droite, il y a une falaise à gauche, il n'y a pas de trottoir, il fait nuit, et je remonte de mes livraisons, et je manque d'écraser des personnes, et donc je mets un coup de volant. Je continue, et après l'image me revient en tête, je suis putain, mais il y a une famille, il y a un gamin et tout, et je fais merde, et je fais demi-tour. C'est pas marqué sur la tête des gens qui sont sans papier. Et quand on est à la frontière, on le sait, quoi, tout noir est susceptible d'être en situation irrégulière, et surtout quand il marche au bord de la route. Et je me suis dit merde, quoi, je les ai pris dans ma voiture, et je les ai emmenés. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Mon invité aujourd'hui est Cédric Héroux. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui co-responsable de communauté agricole Emmaüs. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que vous avez frappé à la porte d'Emmaüs ? On n'avait pas le choix. C'est vrai ? Ouais. Sérieux ? Ouais, c'était un peu par défaut. Moi, je connaissais Emmaüs comme un peu tout le monde. Emmaüs, c'est chiffonniers, là, c'est clodos qui sont là et qui vendent des trucs pas chers, des gens qui sont pas friqués non plus. Et après, je connaissais pas bien les valeurs d'Emmaüs. C'était un peu je connaissais comme tout le monde, mais j'avais jamais trop regardé ce qu'ils faisaient, quoi, comment. Et on a dû trouver une solution parce que des gens sont comme vous savez, j'ai fait pas mal d'accueil de personnes en migration dans la vallée de la Roya et des personnes ont commencé à rester sur place. Et du coup, il fallait trouver une activité et c'est des gens qui n'avaient pas le droit de travailler. Et donc moi je voulais pas non plus être poursuivi pour travail dissimulé ou je ne sais quoi, et on s'est dit qu'il faut trouver une solution, et la solution à trouver chez Emmaüs. Mais ce qui était compliqué, c'est que nous on fait de l'agriculture et Emmaüs fait du recyclage de machines à laver, de frigo, etc. On fait pas du tout les mêmes choses. Donc je suis allé, bonjour Emmaüs, on voudrait rentrer dans votre fédération d'association, mais on fait pas du tout comme vous, quoi. Et en fait on n'a pas trop le choix. Et cette franchise-là, ils ont apprécié, et puis ils ont dit welcome, et ils nous ont accompagnés dans la création de cette communauté Emmaüs, la première qui est à 100% agricole. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous d'avoir cette étiquette Emmaüs ? C'est pas trop l'étiquette Emmaüs qui est importante, en fait, c'est de pouvoir donner une activité à des gens et sortir de ce côté un peu de l'assistanat ou parce que les pauvres, en fait, on leur dit prends ton RSA et ferme ta gueule, ou va au 115 et ferme ta gueule, et là il y a une possibilité aux gens d'être acteurs, en fait, de leur vie, et puis d'être pendant un moment, un court moment, ça peut être une semaine, un mois, 2 ans. Il y a des compagnons que ça fait 20 ans qui sont compagnons à Emmaüs, mais c'est de se responsabiliser, d'être utile dans une dynamique associative, et ça c'est beau, quoi. C'est le travail à plusieurs, c'est l'esprit de la communauté, voilà, quoi. Mais c'était pas votre truc avant ça. Non. Vous êtes un solitaire, donc finalement vous avez été rattrapé par le monde, par le collectif. Peut-être par le monde, en fait. Et moi, au départ, j'avais même beaucoup de mal à déléguer, à travailler avec d'autres gens. J'aime travailler seul. J'aime vraiment travailler seul. Et par la force des choses, j'ai dû un peu changer aussi, quoi. Et j'ai dû changer un peu mon petit monde chez moi. Et puis ce qui est marrant, c'est que j'avais fui le monde de la ville. J'avais fui. Moi, je suis né dans un quartier populaire, un quartier qui s'appelle l'Ariane de Nice. Alors, populaire, ça veut dire quoi ? C'est quand il y a des Noirs et des Arabes, et des pauvres. Enfin, c'est comme ça. C'est ça qu'on appelle un quartier populaire. Sinon tu vas dire c'est un quartier de Noirs et d'Arabes. Ça fait pas bien, quoi. Du coup, tu dis populaire. Et et puis je me suis échappé parce que j'en avais un peu marre de ce monde, non pas du quartier populaire, mais de ce monde-là, de la politique, et je me suis dit je vais recréer un peu mon petit monde, et avec mes envies de gosse, quoi, des envies de faire des cabanes dans les arbres, d'avoir des chats et des chiens, tu vois. Et du coup, j'ai rejoint la vallée de la Roya, et j'ai fait petit à petit, j'ai retapé les oliviers, mais les miens, ceux des voisins, etc. Je suis devenu agriculteur un peu malgré moi, un peu par hasard. Et je suis devenu agriculteur parce que j'ai eu un contrôle de la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole, qui m'a dit Monsieur Héroux, vous faites du travail dissimulé, il faut vous déclarer, etc. Ok. Et je suis devenu agriculteur comme ça, sans faire d'école. Sinon, vous auriez continué à entretenir les oliviers. Ouais. Bon, attendez, parce que votre éditeur, il va pas du tout être content parce que vous êtes là pour venir, vous êtes venu parler de votre livre. Il faut le citer à un moment donné, il faut même le citer. Le maximum, vous publiez Change ton monde. Donc ça vous va bien aux éditions Les Liens qui libèrent, un titre qui vous a été inspiré par votre mère. Avant de vouloir changer le monde, commence par changer le tien. C'est un peu du Gandhi aussi, peut-être, que votre mère a fait une synthèse avec Gandhi à l'époque. Je sais pas, mais en fait elle m'a envoyé chier quand elle m'a dit ça.
parce que elle m'a dit, enfin, j'étais gamin avant de retourner donc dans la vallée de la Roya, enfin de partir dans de la vallée de la Roya, dans la vallée de la Roya. Vous avez 12 ans quand je suis énervé par le monde et tout, et ma mère elle m'a dit, au lieu de regarder un peu autour, regarde un peu toi, tes histoires, et avant de vouloir changer le monde, change-toi toi et change ton monde en fait. Et bon, c'est une leçon un peu d'humilité quoi. Et du coup, voilà où ça m'a mené de vouloir changer mon monde. Je vais pas complètement changer parce que le problème c'est quand tu as l'impression que tu l'as changé, tu dois encore le changer parce que tu dois t'adapter au monde extérieur. Et c'est ouais, le changement de monde, c'est une leçon d'humilité plus quoi. C'est pas une obligation de faire, mais c'est plutôt une leçon d'humilité. Ouais. Votre mère, c'est Jackie. D'ailleurs, vous racontez dans votre livre comment elle a interpellé le procureur publiquement sur les réseaux sociaux. Elle a signé comment d'ailleurs, Mama Hérou. Ouais, Mama Hérou, c'est comme on l'appelle les personnes qui étaient en migration à la maison, c'était Mama Hérou. Ma mère, le proc, il devrait avoir peur parce que moi j'ai plus peur de ma mère que du procureur de la République, donc moi à sa place j'aurais trop eu peur. Parce que... c'est souvent le cas en fait. Et elle lui a raconté votre histoire familiale. Ouais, d'où on vient quoi. Mon frère et moi, et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que souvent, ce qui est dérangeant dans cette question-là, c'est que, moi, je trouve ça étonnant que ça choque ou ça interroge les gens quand quelqu'un en aide d'autres. Comme si c'était exceptionnel, alors que c'est un peu la base, ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprend déjà dans toutes les religions, c'est ce qu'on apprend dans la vie, quoi. En fait, l'écoute à l'autre. Enfin, c'est important dans une société, dans une civilisation, en fait, d'être ouvert à l'autre, sinon on devient sauvage, on s'en sauvage, en fait. Et voilà, quoi. Et votre mère lui raconter d'où vous venez, donc la grand-mère, l'arrière-grand-mère, tout ça. Ouais, c'est la chouchouka, comme on dit chez nous. D'un côté, t'as une grand-mère italienne qui a migré pour économiquement, en fait, qui arrive en France parce que chez elle c'était trop pauvre. Après, d'un autre côté, ça a été aussi une grand-mère allemande qui a été enfermée par la Gestapo, qui a été enfermée pour actes terroristes et aide au passage de frontières, etc. Et on ne sait pas trop dans la famille ce qu'elle a fait vraiment, mais voilà, elle a été enfermée par les nazis, libérée par les Américains, qui est venue se réfugier en France, à Nice, quoi. Et dans l'idée de se réfugier à Nice, quand même, ça m'a toujours... Non, mais attends... Mais... Il y a beaucoup de réfugiés à Nice. Et puis ouais, il y a plein d'autres choses aussi. Il y a une famille aussi qui est à côté de mon père, ils sont militaires quoi. Donc c'est des militaires guerriers qui ont fait la guerre d'Indochine, tu vois, en Algérie aussi. Et c'est ce mélange de contradictions qui crée en fait, qui crée des nouvelles idées quoi. Et c'est pour ça qu'on sait de quoi on parle en fait. Et que mon combat, c'est pas un combat d'un militant politique, etc. C'est juste le combat de quelqu'un qui a des racines, et des racines qui et des contradictions. Et des contradictions. Et qui est bourré de contradictions. En fait. C'est ça que vous expliquez dans votre livre avec beaucoup de franchise, c'est que bon, vous n'êtes pas devenu du jour au lendemain passeur, c'est qu'en fait finalement vous aviez toutes ces contradictions et que ça a pris du temps quoi avant de passer à l'action. Ouais, ça a été. Ce qui est compliqué, c'est que tu vois à Paris, il y a des vieux avec des cravates et des costumes gris qui vont décider de dire ouais, on va fermer la frontière entre la France et l'Italie. Mais sauf que ceux qui y habitent, c'est pas eux avec leurs costumes gris, c'est des gens comme moi. Et on se retrouve en fait embarqué dans une gestion politique plus idéologique, j'ai l'impression, contre la migration que politique, que gestion purement politique. Mais on se retrouve embarqué dans ce gros bordel, quoi. Et à un moment, on demande de nous fermer notre gueule, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. C'est qu'on a vu dans la vallée de la Roya des gamins se faire courser par des militaires ou des flics. Et on nous a demandé, on a dit, Hérou, ta gueule, quoi. Et en fait, ce qui a dérangé, c'est pas qu'on ait des petits noirs, ils en ont rien à foutre, des petits noirs. C'est ce qui les emmerdait, en fait, c'est qu'on dénonce des irrégularités d'État. Et c'est ça qui a dérangé le système étatique et le gouvernement. C'est qu'on a dit, ok, tu me demandes de respecter la loi, je la respecterai quand tu la respecteras. Et si moi je la respecte pas, c'est que toi tu la respectes pas. Mais là, actuellement, toujours, malgré les condamnations par le Conseil d'État, par les tribunaux administratifs et tout, et l'État continue à se mettre dans l'illégalité. C'est quand même fou, quoi. C'est qu'on demande aux gens de rester calmes, de respecter le droit, alors qu'il y a des ordres de l'État à la police qui sont complètement irréguliers. Mais vous savez, c'est même pour les flics, c'est complètement déroutant. Moi, j'ai discuté avec des gens, ils disent parce qu'au début, quand on leur disait ce que vous faites, c'est illégal, ils se disent ouais, c'est ça, ouais, bon, n'importe quoi.
Et petit à petit, on leur a prouvé, on a mis 3-4 ans à leur prouver tout ça. Et là, on leur a montré que ça fait 5 ans que toutes leurs procédures sont des procédures illégales. Ils le savent, mais ils continuent à le faire. En fait, il y a des directives de l'État à la police qui sont illégales. Donc, à un moment, si la loi elle est mal écrite, c'est pas l'État qui écrit la loi, c'est des députés, c'est notre démocratie représentative. Là, il y a un mec, c'est un salarié. En tout cas, qui les vote. Oui, qui les vote. Ouais. Oui. Mais en tout cas, il y a un salarié qui est le préfet et qui se croit tout permis, quoi. Et c'est grave, c'est super grave. Vous l'avez compris quand que vous étiez dans votre droit et finalement, est-ce que vous l'avez compris tout de suite ou c'est une stratégie que vous avez comprise avec le temps? Après, honnêtement, ça a été une stratégie. Une stratégie. Parce qu'au début, on voit qu'il n'y a pas de stratégie au début quand vous basculez dans l'action. Tout est réfléchi. Non, c'est pas vrai. C'est un peu le bordel. Mais c'est pas ce que j'ai compris à la lecture de votre. Non, je plaisante quand je dis ça. Non, je suis très impulsif, donc ça part des fois dans tous les sens. Mais en fait, ça a été une stratégie d'aborder la com, en fait, l'ouverture aux médias, etc. Parce qu'il y avait un besoin, en fait, de sensibiliser l'opinion publique sur la question de la migration. Et il y a eu aussi un combat qui a été juridique. Et parce que ce que je le fais pas parce que c'est légal. Et j'ai pas envie de limiter ça, mes actions, c'est légal ou pas légal. Est-ce que la question fondamentale, c'est est-ce que c'est juste ou injuste? On s'en fout que ce soit légal ou pas légal, en fait. Et si à un moment les actions sont illégales mais elles sont justes, il faut les faire quand même. Votre combat, c'était de faire comprendre à tout le monde que c'était juste ce que vous faisiez. Juste, et on a montré, on a fait changer la loi quand même. Fait que mon procès, il y a la fraternité qui a été mis à valeur constitutionnelle. Et du coup, les lois doivent se respecter la fraternité. Et ce qu'on appelle le délit de solidarité mettait à défaut notre devise de liberté, égalité, fraternité. Et du coup, ils ont. Mais il n'a pas été aboli. Il a été. Est-ce qu'on va dire que ce délit de solidarité a été aboli? Normalement, sur les. Mais il est pas. Le problème, c'est que c'est mal écrit. Le problème, c'est que les lois sont écrites par des enculeurs de mouches, quoi. Et c'est des gens qui connaissent pas vraiment le droit, ils savent pas de quoi ils parlent. C'est que ça paraît pas très prétentieux pour un mec de Bac Manca de dire ça, mais c'est la réalité, c'est que la fermeture de frontières, ils savent pas ce que ça veut dire, en fait. C'est que là, en ce moment, on parle de fermeture de frontières comme si elle toujours été fermée. Je rappelle que ça fait depuis 85, je crois, que la libre circulation dans l'espace Schengen est, voilà, on ne doit pas l'entraver. Et c'est quand on parle de frontières, on sait même pas de quoi on parle. Et là, le nouveau texte de loi dit un peu plus clairement que l'ancien, depuis que il y a eu la fraternité mise dans la Constitution, dit vous pouvez aider toute personne, même en situation irrégulière, vous pouvez les transporter, vous pouvez leur donner à manger, les héberger, etc., sans risque de poursuite, mais pour le passage de frontières, ça reste interdit, parce que ça crée un trouble à l'ordre public. Mais si on lit les textes dans l'espace Schengen, la migration ne peut pas être considérée comme un trouble à l'ordre public. Donc en fait, est-ce qu'il parle des frontières internes à Schengen ou des frontières externes à Schengen ? Et la Roya, c'est une frontière qui est interne à quoi? Parce que c'est quand même très particulier, cet endroit. La Roya, c'est quoi comme frontière? Après, c'est bizarre la Roya, parce que rien que les contrôles frontières sont pas dans la Roya, parce que la Roya, il faut comprendre, c'est qu'elle est franco-italienne. C'est qu'en bas, elle est française, en haut, je me mélange les pinceaux même. En bas, elle est italienne, et en haut, elle est française. Et c'est que les contrôles frontières sont pas entre, par exemple, Breil, qui est dans la vallée de la Roya où j'habite, et Vintimille, qui est toujours dans la vallée de la Roya, mais qui est en Italie. C'est entre Breil et Nice. Et nous, on n'est même pas considérés comme étant en France, en fait. Parce qu'il y a une espèce de mépris. Mais en fait, c'est pareil. La Roya, elle ressemble un peu à la migration. Parce que la Roya, c'est une vallée super pauvre. Et on est sur la Côte d'Azur, c'est un peu la vallée qui n'est pas acceptée, tolérée, qui est méprisée, comme en ce moment, là, il y a eu une tempête Alex qui est venue, qui a un peu tout cassé, arraché les ponts, les routes et tout. Alors là, 2 mois après, finalement... Ça bouge pas trop, quoi. Et on est un peu les pauvres. Et je crois que la Roya représente dans les Alpes-Maritimes la pauvreté, c'est pour ça qu'on nous méprise et qu'on nous néglige. Et la migration représente aussi la pauvreté dans ce monde libéral, ultra-libéral. Et c'est pour ça qu'on la méprise, la migration. C'est pour ça qu'on la stigmatise, c'est pour ça qu'on lui fait mal. Et c'est pour ça que c'est un combat. C'est quand on le voit dans la gestion de la migration, il n'y a pas de gestion en fait. Il y a juste un acharnement contre les migrants. C'est que on dit les migrants. Je veux dire les migrants, comme s'il y avait un pays qui s'appelait le Migristan. Mais en fait, c'est juste la pauvreté, la conséquence du ultralibéralisme, du néolibéralisme. Alors ça, c'est la version de 12 France par le groupe Carte de Séjour. Cédric Héroux, vous avez monté les marches du Palais du Festival de Cannes, mais sur une autre version de 12 France. Ouais, c'est pas moi qui choisis. Ouais. À l'occasion de la sortie d'un film d'ailleurs. Ouais, le film monté par Michel Toesca, réalisé par Michel Toesca, qui s'appelle Libre. Et c'est un film. Enfin, Michel, c'est un gars qui habite à Saorge. Saorge, c'est un village qui est juste au-dessus du mien, à 10 minutes de route.
Et Michel, on se connaissait, on n'était pas si proches que ça, mais on se connaissait, on était potes. Hein. Et il a commencé à filmer l'histoire, même avant même que je m'engage moi, dans cette activité d'aide aux personnes en migration. Il a commencé à filmer, lui, des personnes en migration, des personnes qui aidaient, etc., machin. Et quand j'ai décidé de médiatiser mon combat, je lui ai dit, si tu veux, nous, on fait des trucs à la maison, viens un peu. Et puis après, il s'est créé une amitié. Et il a commencé à monter donc Libre. Hein, et ce qui est beau dans ce film-là, c'est que ça a été, mais sans budget du tout, en fait. Et Michel, il a fait tout à l'envers. C'est normalement, avant de filmer, il faut trouver des fonds, un producteur, de l'argent. Et lui, il est allé comme ça, tête baissée, parce que ça se passe à côté de chez lui. Et il a filmé avec une vieille caméra toute pourrie, qui a fait son dernier film d'ailleurs, Libre. Et sans preneur de son, donc voilà quoi, c'est un film, c'est un peu la caméra embarquée de ce qui s'est passé à la maison. C'est pour ça que ça bouge beaucoup, c'est pour ça que c'est pas un truc, enfin voilà, c'est vraiment caméra au point quoi. Et mais ça nous ressemble, tant mieux quoi. Et ça a bien foutu le bordel parce que quand on a été invité au Festival de Cannes, il faut comprendre quand même que Cannes, donc c'est sur la Côte d'Azur, à côté de chez nous. Il y a ce festival un peu de strass et de paillettes. À Cannes, ils vous aimaient déjà pas beaucoup. Non, ils nous aiment pas beaucoup. Non mais vous surtout, ils vous avez arrêté gentiment. Ouais, j'étais arrêté, mais j'ai fait pas mal de garde à vue. Un peu violemment à Cannes d'ailleurs. Un peu violemment. Plus violemment qu'à Nice d'ailleurs, et dans le coin. Donc. Il faut savoir que le ministère de la Culture, le ministère de l'Intérieur avait un peu menacé le Festival de Cannes pour pas proposer Libre, en disant en fait ça dérangeait. Le préfet aussi a mis un protocole spécifique pour notre arrivée à Cannes avec des fouilles de voitures spécifiques. Et ce qui est dingue, c'est ça, c'est de voir, tu te dis mais putain c'est fou que comme ça peut foutre le bordel des D4 Blacks quoi. Et comment ça dérange. Et mais comme je disais tout à l'heure, hein, c'est pas le fait des Blacks qui dérange, hein, c'est le fait de dire que l'État est dans l'illégalité, les voyous c'est l'État, et les voyous sont au pouvoir. Et c'est ça qui dérange. Et puis c'est la lutte des classes aussi. Tu vois, quand tu es en procès, et puis quand tu montes du doigt un préfet, tu l'appelles par son prénom, tu dis lui c'est un délinquant. Quand toi t'es là, tu viens d'un quartier populaire, que t'as bac-4, t'as travaillé à 16 ans, que moi j'étais mécanicien, je suis paysan maintenant, donc je sais rien à leurs yeux, on est de la merde à leurs yeux. Et de leur dire toi t'es dans l'égalité, toi on va faire la guerre et la bataille tous les deux. Et ça ils supportent pas quoi. Et je l'ai vu pendant les procès, cette agression du parquet quoi. Ces mecs sont procureurs, mais pour qui vous prenez-vous, monsieur Héroux, qui vous êtes pour vous mêler des histoires préfectorales sur la gestion de la migration. Et c'est ça qui dérange, c'est la lutte des classes. En fait, mon histoire, c'est la lutte des classes, c'est de montrer que on s'est réunis, eux, les personnes en migration, et nous, personnes de la Vallée de la Rouergue. C'est ça la solidarité. En fait, la solidarité, c'est de faire un groupe parce qu'on a les mêmes enjeux. On n'est pas sur la même position parce qu'on a des enjeux différents. C'est pas ça, le même enjeu, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, on est dans une problématique commune. Voilà, c'est que nous on est là. Il y a des gens qui sont persécutés, il y a des persécutés qui sont là. Nous on les aide, et c'est ça la solidarité. C'est pas la charité. La charité en fait, c'est un truc de charité. C'est la différence. Je pense que c'est ça. C'est dans la rue, par exemple, t'as quelqu'un qui est en train de taper la manche. La charité, si tu vas lui donner 1 euro pour qu'il s'achète un café, et la solidarité, c'est aller boire un café avec lui. Et c'est un peu la grande différence. C'est pour ça que ce qui s'est passé chez nous, mais sans même en avoir conscience, hein, ça a été cette solidarité et surtout cette autogestion dans l'accueil. C'est qu'il y a des personnes en migration qui sont restées à la maison et qui ont fait à manger, qui ont fait l'accueil la nuit, qui ont fait tous les papiers pour la gendarmerie pour accéder à la demande d'asile, etc. Parce que vous êtes devenu à un moment donné une succursale de la, on est devenu de la sous-préfecture. Voilà, on est devenu sous-préfecture. Mais grâce aussi à une application du droit, parce que le droit vous a beaucoup aidé. Médiatiser ce que vous faisiez, ça n'a pas toujours été le cas. Vous avez un grand journaliste du New York Times qui débarque chez vous. Vous savez pas qui c'est et vous comprenez pas du tout l'intérêt, finalement, d'avoir les médias avec vous et de médiatiser votre combat. À quel moment vous avez compris que les médias pouvaient vous être utiles ? Je l'ai senti, c'est Hubert Jourdan qui m'a dit ça. C'est un mec qui fait de l'accueil depuis des dizaines d'années, qui m'a dit... je reviens un tout petit peu en arrière. C'est que je me fais arrêter en août 2016, la première fois, passage de frontière, flagrant délit, avec des Érythréens à l'arrière du véhicule, 7 personnes pas attachées, machin. Et je bénéficie de ce qu'on appelle l'immunité humanitaire. Et la justice a dit, c'est vrai qu'il y a un gros problème à la frontière, etc. Et du coup, vous avez agi sous l'impulsion humanitaire, etc. Donc on vous poursuit pas.
Et ça, ils l'ont regretté quand même. Et après ça, il y a Hubert Jourdan qui lui est impliqué depuis longtemps, qui est un militant pour toute personne, ils font l'accueil inconditionnel, et qui me dit là, il faut que tu médiatises, etc., etc., etc. Et la médiatisation a commencé par là. Mais moi, je lis pas trop la presse, et puis mon monde, il est pas la télé, j'ai jamais eu, j'aime pas, ça me saoule. La radio un peu, mais sans plus. Et donc j'ai médiatisé en me disant bon, il faut le faire, et je relisais même pas les articles de presse là je fais plus maintenant parce que c'est plus un travail, j'ai compris que ça avait une importance, mais on n'a pas du tout il faut voir les photos dans la presse. Je suis habillé, je suis sale, je fais pas attention, je suis pas coiffé, je suis pas rasé, moi toujours pas maintenant, mais en tout cas on faisait pas du tout attention à tout ça. Et quand Adam du New York Times est venu, Adam Nociter, qui est un grand journaliste, il paraît, mais moi j'en avais un peu rien à foutre quand il est arrivé, et il me regardait un peu hébété, et je me suis dit il comprend rien, je me suis dit mais il est neuneux ce type quoi, et je lui parle, il me regarde hébété comme ça, je me suis dit mais il comprend quand je lui parle. Et après il dit Cédric, je voudrais faire un papier un peu plus grand, est-ce que je peux faire venir un photographe? Donc il y a Pierre qui descend, Tujman je crois qu'il s'appelle dans la famille, et qui me dit Cédric, prends-le un peu plus au sérieux parce que tu sais pas qui c'est un grand reporter machin, un gros journaliste, et il hallucine un peu de ce que tu fais là avec la simplicité, et je me crois ce que je lui dis, ou il fait ouais mais je sais pas, regarde. Et du coup on prend ce journaliste et on lui montre ce que ça veut dire de mettre des gamins dans la voiture et de détourner les contrôles policiers, d'arriver en gare, et il vit ça en fait. Il vit les détournements de contrôle policier, il vit quand on arrive en gare, les vigiles qui appellent les flics, la course-poursuite, là on se pousse avec et ce qu'on se barre en fait en délit de fuite quoi en fait. Et il voit cette réalité en fait de ce mec, de ce paysan qui a 38-39 ans et qui aide des gamins de 14 ans quoi. Et ce qui est fou, c'est ça, c'est que là il réalise, il dit putain, il y a quand même l'État français, la France quoi. Et la France vue de l'étranger, nous on oublie la liberté, égalité, fraternité, droits de l'homme et tout, enfin on a oublié tout ça, mais vue de l'étranger, la France a cette image là en fait. Et de voir que des policiers coursent des gamins dans des gares, et la gare de Cannes, tu vois, c'est le marbre blanc, les grandes vitres, c'est classe quoi, tu vois. Et nous on arrive avec nos pieds pleins de boue, etc., avec tous les petits blacks, et on essaye de prendre un train pour aller voir la famille, pour aller vivre un peu dignement quoi. Et ouais. Et du coup, on fait la première page du New York Times, et ça fout le bordel. Ça fout le bordel parce que le ministère de l'Intérieur, il voit tout le monde lit, enfin tous les gens qui doivent lire le lisent. Tous les décideurs le lisent en tout cas. Surtout à l'international, c'est que ça a été une insulte. C'était Valls qui était, c'est Valls qui était au ministère de l'Intérieur à cette époque, et il apprécie pas du tout quoi. Et en fait, après, ça a été la chasse à l'héros quoi. Et c'est dire on va l'attraper, mais ils ont pas réussi quoi. Parce que nous on est allé vite aussi. C'est vrai qu'on a fait du passage de frontière, on a aidé des gens à passer la frontière. Et après on s'est dit bon là il y a des limites et il faut qu'on attaque sur le côté juridique. Et pour attaquer l'État dans le côté légal ou pas légal, nous il fallait qu'on mette ça à une stratégie de dire il faut qu'on soit clean et qu'on arrête du passage de frontière. Et il n'y a pas besoin, les gens montaient tout seuls, donc ils savaient où on habitait et ils montaient tout seuls. Et ouais, c'est ça, c'est que la France n'accepte pas d'être critiquée par parce que c'est une petite la France est un peu une petite, enfin comment dire, elle est un peu elle se la pète un peu quoi, tu vois. Elle est là, elle critique les pays extérieurs un peu, c'est l'enfant gâté, tu sais, elle supporte pas les leçons des voisins, elle supporte pas qu'on la remette en question, elle est un peu, c'est une petite bourge quoi, tu vois. Et elle aime pas qu'on la secoue quoi. C'est lequel des Cédric Héroux qu'elle a invité aujourd'hui? C'est le Cédric médiatique ou c'est le vrai? Parce que vous avez appris à utiliser les médias et vous le dites. Non, mais non, souvent on dit que c'est le média qui m'utilise. Non, c'est vous qui. Non. Ah bah oui. Non. C'est un jeu. Est-ce que vous donnez aux médias ce qu'ils attendent de vous finalement? Parce que vous savez, on a cette réputation. Enfin, vous savez, vous êtes un bon client. Donc on dit, tu appuies sur un bouton. Pourquoi je suis bon client? Pourquoi? Parce que tu appuies sur un bouton, Héroux, il démarre, il va te donner ce que tu veux, il va. Non, c'est pas vrai ça. Je donne pas. Mais oui, les gens, c'est quoi? On parle quoi? On parle de respect de la vie, on parle d'amour, on parle de fraternité, on parle de. Qui c'est qui veut pas de ça quoi? Tout le monde veut de ça, donc forcément oui. Oui, c'est vendeur, oui, mais tant mieux quoi que des belles histoires soient vendeuses. Les gens ils ont besoin de ça. Tu vois, quand la fraternité elle a été mise dans la Constitution, ça a fait du bien quoi. Tu vois, attends. Le monde d'aujourd'hui quoi, enfin pour venir ici tu vois les gens qui dorment sous des ponts,
tu vois, les manifestations, les flics qui tapent des gens, ce racisme dans la police, et Darmanin qui dit non, il n'y a pas de racisme. Mais bien sûr qu'il y a du racisme dans la police. Non, mais en fait, ce qu'attendent les médias et surtout les chaînes d'information, c'est Héroux avec sa punchline qui, de toute façon, en 1:30, il t'en donne un max. Non, pas tant. Tu trouves? C'est gentil, moi je prends ça comme un compliment. Alors. Non, mais les médias fonctionnent comme ça. Et vous ne me ferez pas croire que vous ne le savez pas. C'est qu'en fait, à un moment donné, vous êtes devenu ce qu'on appelle un bon produit pour les médias. Ouais. Mais tu sais que ça a été long. Hein. Moi, ça m'a frustré, c'est que avoir l'accès au direct à des grosses audiences, ça a été assez long. Et c'est tout. Souvent, mon propos a été un peu allégé ou un peu censuré, ou j'arrivais pas à dire ce que j'avais envie d'être un peu plus punk dans ma com, pas violente, hein, mais un peu plus punk, un peu plus qui fasse un peu vibrer, qui dérange un peu, quoi, tu vois, qui réveille. Et il a fallu du temps avoir accédé aux gros médias, mais c'est quand même toujours compliqué. Hein. En France Inter, on a essayé d'être invité sur France Inter, qui est un peu le média de la bien-pensance, et voilà, on y est. Ouais. Et eux, ils veulent pas, quoi. Ils veulent pas. Mais ce qui est fou, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont le poney, ils ont quoi? Bah là, ils ont Marlène Schiappa aujourd'hui, par exemple. Ils ont yoga, ils ont bien-pensance entre 6 et 9. Non, mais ça, c'est intéressant, en fait. Qu'est-ce qu'ils donnent comme excuse? Ils disent quoi? Ils répondent pas. C'est pas dans la ligne? Non, ils répondent pas. Ils répondent pas parce que, en fait, il y a une lecture, il y a une volonté de la lecture binaire, tu sais, genre on est pour la migration ou on est contre la migration. Et il y a pas de lecture pragmatique. Et moi, je pense que ce qu'ils aiment pas dans mon truc, c'est que j'ai quand même une lecture sur une gestion pragmatique. Et je considère aussi les gens qui ont peur de la migration, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui ont peur de la migration, pas qu'ils soient racistes, quoi. C'est juste qu'ils sont peur pour des conséquences négatives de la migration, mais des conséquences négatives qui sont amenées par une gestion qui n'est pas pragmatique, qui est idéologue et qui emmène la migration sur la précarité, sur de la pauvreté, etc. Donc forcément, le terreau de la délinquance, de la violence, c'est basé sur la précarité. Et après de la musique, là. C'est parce que ça veut dire qu'on va bientôt partir en pub. Ça veut dire ta gueule, Héron. Non. ça veut dire qu'il y a de la pub, c'est ça que ça veut la dire. pub, mais c'est quoi comme pub que vous passez là? Mais tout, on passe tout comme pub. Donc ça veut dire que finalement, un grand média comme France Inter aujourd'hui, il adhère pas à votre discours et il donne pas la parole à tout le monde. C'est ça que ça veut dire. Ouais, ben il a peur. Enfin ouais. Il a peur, mais la migration, ça a toujours été un outil, hein, ça a été l'outil de peur, en fait. Et quand on parle de la migration, maintenant on a le corona, heureusement, on a arrêté de parler des Noirs et des Arabes. Mais le corona, c'est un nouveau migrant. En plus, il vient de Chine et tout. Vous racontez votre première rencontre avec, alors on va dire entre guillemets, hein, parce que les migrants, vous les voyez de loin, vous êtes à moto. Et puis vous racontez votre deuxième rencontre, là vous êtes dans votre camionnette, on est en pleine nuit, vous passez et vous décidez de faire demi-tour. Pourquoi à ce moment-là vous décidez de faire demi-tour? C'est toujours à cause de ma mère. C'est vrai, parce que je vois un gamin, quoi. Et du coup, je me dis merde, et puis il fait nuit. Il faut voir aussi la vallée de la Roya, c'est une route qui est dans les Alpes, donc qui est sinueuse. Il y a un vallon à droite, il y a une falaise à gauche. Il n'y a pas de trottoir, il fait nuit, et je remonte de mes livraisons, et j'ai la tête ailleurs et tout, et à quelques mètres, je manque d'écraser des personnes, et donc je mets un coup de volant, je continue, et après l'image me revient en tête, je suis putain, mais il y a famille, il y a un gamin et tout, et je fais merde, et je fais demi-tour. Et c'est là où, souvent on me demande la première fois que j'ai aidé une personne en situation irrégulière, enfin c'est pas marqué sur la tête des gens qui sont sans papier, en fait la situation administrative des gens, c'est pas... Mais quand on est à la frontière, ça devient on le sait, quoi, tu vois, je veux dire, tout noir est susceptible d'être en situation irrégulière, et surtout quand il marche au bord de la route. Et je me suis dit merde, quoi, je sais pas, ça me regarde pas. En fait, la situation administrative des gens, ça regarde l'État, ça regarde la police. Et je les ai pris dans ma voiture et je les ai emmenés. Donc il y avait une famille avec 2 enfants. Qu'est-ce qui a changé dans votre façon de voir les choses pour vous à ce moment-là? C'est après tout ça, c'est que la famille se fait arrêter, retourne en Italie dans une église, et le papa m'appelle et me dit... Donc à Vintimille, la fameuse église où vous retournerez de nombreuses fois. Ouais, de nombreuses fois, ouais. Et je découvre ces gosses, je découvre les familles, je découvre l'indécence, en fait, l'indignité,
l'intolérable. Et je me dis, c'est à côté de chez moi et c'est à cause de mon pays, en fait. Ça me fait bizarre, quoi. Et c'est pas que je porte au fond de moi les valeurs de la France, etc. Mais on se sent toujours un peu, comment dire, je sais pas, moi je me sentais un peu complice, quoi. Je me suis dit, putain, en France on a décidé de fermer les frontières et puis ça va Vintimille où ils doivent gérer tout ce bordel et surtout que tu vois des gamins qui sont mis en danger, des gens qui sont mis en danger par du rétablissement alors que les gens passent quand même. Enfin, il y a un côté de l'absurde. Tu te dis, mais en fait, c'est comme, je sais pas, vous savez, les gamins qui jouent avec les fourmis, là, et qui mettent je sais pas moi, des barrages au milieu des chemins pour voir comment ça s'organise, donc ça s'embouteille, et après on brûle un peu avec le briquet. Mais on sait très bien qu'ils vont retourner à la fourmilière, hein, tous, hein, ou tu vois, ou qu'ils vont sortir. On va jamais arrêter une fourmilière de sortir, quoi. Et là, on traumatise par vice, en fait, quoi. Et moi, j'ai vu du vice là-dedans, et je me suis dit, merde, quoi. Et, je voulais aider ces gens, et puis c'est tout, quoi. Et c'est là où ça a été vraiment. Mais c'est à ce moment-là, en fait, où vous vous dites ça, je vais les aider. Il y a une décision de dire, ouais, je vais les aider. Ça a été ça n'a pas été qu'humanitaire, en fait, c'était politique. Et souvent, on essaye de dissocier l'humanitaire et du politique, mais c'est indissociable. C'est que s'il y a des problèmes humanitaires, c'est qu'il y a un problème politique. Donc forcément, c'est les deux sont liés. C'est pour ça que mon action est politique. Et vous décidez de devenir donc hébergeur avec, il y a plusieurs étapes, mais avec un début de camping, et puis passeur. Mais ce que vous expliquez très bien dans votre livre, c'est qu'à un moment donné, vous avez décidé de quitter le monde parce que l'humain vous décevait. Donc vous étiez devenu solitaire, mais par choix. Ouais, je suis pas un humaniste. C'est moi, l'humain me désespère. Ces gens me désespèrent, en fait. Donc, je préfère les chats. Je préfère les chats et les chiens, quoi. Et les poussins. Ouais. Mais non, je suis pas un humaniste. Mais c'est pour ça qu'il faut de l'éducation. C'est pour ça que c'est important, l'éducation. Ça sort l'humain de son côté primaire. Et la religion a tenté de le faire pendant longtemps, hein, sortir avec des lignes de conduite et de savoir ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qui est juste ou ce qui est injuste de faire. Et les religions ont servi pendant longtemps après ça a été détourné, hein, les religions ça a fini, certaines ont fini par la violence, la catholique dans le passé oui, et les gens se servent aussi de la religion pour emmener la haine, alors qu'à la base elle est là pour encadrer et sortir du côté sauvage de l'humain. Mais ça a été plus fort pour vous faire sortir de votre solitude, c'est-à-dire dans cette espèce de... Vous n'êtes pas un ermite, mais quand même vous êtes quelqu'un qui avait coupé avec le... Ouais, mais c'est pour ça que je dis que c'est politique, cette action-là. C'est de dire... c'est pas par charité, c'est vraiment par... parce que je trouve ça pas normal, en fait. Et c'est même à l'école, tu vois, à l'école... quand il y a un gamin qui se fait victimiser par les autres, ou quand il y a une injustice, enfin je sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez gamin, mais le sentiment d'injustice, quand il y avait un truc où on se faisait mettre au piquet ou des punitions parce qu'on disait que c'était nous alors que c'était pas nous, et cette sensation d'injustice profonde, en fait. Et là, en tant qu'adulte, on l'accepte en fermant les yeux, et c'est abominable. Et moi, c'est contre ça, en fait. C'est l'injustice que j'ai connue étant gamin, que j'ai vue étant gamin, c'est là-dessus, c'est contre ça que je me bats. Ouais. Qu'est-ce que vous répondiez quand vous étiez gamin, quand on vous demandait ce que vous vouliez faire comme métier? Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Qu'est-ce que tu veux faire alors? Je sais pas moi, gangster. Voilà. Ouais, c'est bien aussi. Bon, c'est pas mal. J'ai toujours rêvé, moi, de braquer des banques et tout. Ouais. Non, franchement, ça doit être assez. Mais j'ai jamais fait. Mais le côté de l'adrénaline et du fuck au pouvoir, quoi. Parce que tu vois, le fantasme du braqueur de banque, tu vois, les films tombent vachement là-dessus. Il y a le côté où ça donne un peu envie, quoi. C'est excitant, et c'est braquer le système peut-être étatique qui nous vole, en fait. C'est un côté Robin des Bois, en fait. C'est Mesrine, en fait. Peut-être. Après, il est parti en couille, Mesrine aussi. Tu vois, par contre, je suis pas pour la violence, en fait. Si la violence doit être une fin en soi, je suis contre. Si c'est pas un outil et qu'on peut pas l'éviter, pourquoi pas, quoi. Mais c'est pour ça que je suis retourné dans la Roya, et c'est pour éviter de partir peut-être dans un côté plus violent. Ouais. Il y a une phrase d'une instite qui vous raconte, et vous rapportez ça dans le livre, hein, tu vas finir comme ton père à vendre du papier cul ou comme ta mère à garder des gosses. Ouais.
Elle voulait être sympa avec vous, elle? Ah, j'ai pas l'impression, non. Mais j'ai eu beaucoup de problèmes, moi, avec l'autorité. Depuis petit, quoi. Et l'école faisait partie de l'autorité, quoi. Et ouais, elle... Mais là, ça doit les faire chier, tous mes profs. Parce que, tu vois, en quatrième, j'avais 4 de moyenne en général. Et ça doit les faire chier, en fait, tous ces profs qui... Là, de voir maintenant, quoi. Voilà, on a fait quand même du juridique, on a fait des actions qui sont... je pense intelligentes, quoi, parce qu'on a réussi à gagner sur beaucoup de points. Quel est le point dont vous êtes le plus fier aujourd'hui? Le plus fier, c'est ce qui a d'un peu dérouté notre système juridique, ça a été de mettre la fraternité à valeur constitutionnelle, c'est avoir fait changer la loi. Ce qui nous ont attaqué avec une loi, mais nous on l'a changé, quoi. C'est un peu de la piraterie, quoi. Et c'est un pied de nez. Le Conseil constitutionnel, sont ses classes. Ouais, c'est la classe, ouais. Même si c'est des gens un peu hors sol, quoi, tu vois, mais bon, c'est quand même bien qu'ils aient entendu un peu ce qui se passe, quoi. Donc il y a plein de stratégies que vous avez utilisées, on verra, vous découvrirez ça dans le livre, mais parce que quand on utilise bien la loi, finalement, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on peut détourner l'aide sociale à l'enfance, l'ASE de son job? Éric Ciotti a été mon complice, hein, ouais, on l'a forcé à être mon complice. C'est géré par le département, l'ASE. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais c'est pour ça que le droit, c'est super important, et j'ai compris un truc là-dedans, c'est qu'il était important et nécessaire, surtout. Et qu'il y ait des pouvoirs contre pouvoirs, comme avec la justice, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, les cours d'appel, les premières instances. Et c'est important, en fait, qu'il y ait tous ces pouvoirs contre pouvoirs, et ça permet de mettre un garde-fou et de protéger la démocratie. Et c'est pour ça que je reviens à ça, hein, mais le côté où l'État est dans l'illégalité, et là, ça met en doute et en danger tout ça. Et pourtant, moi, j'avais toujours une espèce de philosophie idéaliste, c'est-à-dire me revendiquer comme un anard, et j'aimerais en fait que l'anarchie puisse vraiment s'exercer, mais les gens sont beaucoup trop cons pour l'exercer, donc c'est une utopie que je mettrai pas en place. Mais par contre, ma gestion, cette anarchie qui me fait vivre, et par contre qui est prise par une gestion pragmatique, donc politique, me dit que c'est pas possible de le faire. Donc jamais je prendrai ce que je considère comme une idéologie, parce que les gens sont trop cons, et qu'il faut des règles, il faut un encadrement pour pas qu'il y ait que ça déborde, mais l'encadrement qui soit aussi respecté par tous, parce que là l'encadrement il est respecté par les petits. En fait, on oblige les petits, les faibles à respecter tout ça, mais le pouvoir ne le respecte pas, et on le voit, hein, on a des bandits au pouvoir, quoi. Est-ce que vous avez des noms? Des noms? Ouais, de bandits. Comme ça sera fait. Non, ça sera fait, autant qu'on le fasse tout de suite. Il y a Éric Ciotti, il y en a plein, quoi. Vous devez envoyer votre livre à Ciotti? Je vais pas envoyer, j'ai oublié. C'est quoi la dédicace que vous auriez mis à Ciotti? Avec amour et passion. Ah, j'ai droit au cœur. Bisous. Bisous. Bisous, Cédric. Qu'est-ce que vous avez compris sur les réseaux de passeurs sur ces 4 dernières années? Et pourquoi il y en a qui font du fric finalement avec les migrants et qui continuent à en faire d'ailleurs? Les passeurs, c'est comme les chasseurs, il y a le mauvais passeur et le bon passeur. Mais après, c'est compliqué, c'est qu'il y a des réseaux qui sont... Mais sur les réseaux, parce que finalement... Qui part d'Afrique. Moi, j'ai vu, alors j'ai pas de réponse à ça, vous avez voulu dénoncer à des moments donnés ce que vous aviez vu. On l'a dénoncé, mais la justice n'a pas voulu. On a pas démantelé parce qu'il est toujours en place, mais en tout cas on avait les noms, les téléphones, les plaques des voitures de tout un réseau de passeurs, et la justice n'en a pas voulu, parce qu'ils voulaient pas en fait que Cédric Hérault dénonce un réseau de passeurs. Donc voilà, donc ça, pendant la migration, le business continue. Ouais. Et après, il y a des business il y a celui qui est organisé depuis l'Afrique, et parce qu'on voit des arrivées d'un coup de gamins, après c'est des femmes, après c'est des familles, après c'est que des mecs, et puis à Vintimille. Mais à Vintimille, ce qui est troublant, c'est ça, hein, c'était vraiment le bordel. C'est que il y a les mecs, ils étaient là, ils faisaient comme si c'était des troupeaux, quoi. Hop, ils rassemblent devant les flics, quoi. Et c'est fait aux yeux de tous. Et après, quand ils vont choper des passeurs, ils chopent les chauffeurs. Ils chopent pas les commanditaires. Ils chopent le pauvre type qui fait ça pour. Parce que les commanditaires, c'est eux qui sont à la caisse. C'est le plus gros business. C'est au monde, je pense que au même niveau que la drogue, ça doit être le trafic humain. Le trafic humain. Ouais. Ouais. Bon. Passionnant. Alors, Change ton monde. Ça, c'est votre histoire. Voilà. On verra ce que disait Jackie, votre mère. Pour qui vous avez fait tout ça? Ouais. Et surtout, c'est un livre qui est facile à lire. Et moi, j'avais envie de
de parler comme je parle à la radio et que ça soit assez facile. Ça, c'est vendu, c'est vrai. C'est vrai, hein, c'est facile. Ouais. Et mais j'ai envie que que les parents l'achètent et l'offrent à leurs gamins, quoi, parce que c'est des beaux messages, quoi. Voilà. Et puis vous, et vos questions, celles que vous posez toujours, c'est intéressant. L'éditeur, c'est Les Liens qui libèrent. Merci de vous être arrêté sur Beurre FM. Avec plaisir. Regardez la vidéo de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci. Cédric. Salut. Très bon dimanche.